Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash. 4 invités, 3 sujets, un caricaturiste. Les 4 invités, Jean-Pierre Colombiès, Gérard Delépine, François Martin, Nicolas Vidal. Messieurs, bonjour, merci d'être là. Bonjour. Les 3 sujets, c'est la réforme de la police judiciaire. Ça tombe bien, on a un spécialiste et on va voir à quel point ça conteste dans tous les syndicats policiers. Le deuxième, c'est un sujet qui peut paraître marginal, qui est celui de l'uniforme à l'école. Et on va voir que derrière ça, il y a pas mal de sous-jacents et de faits de société, en fait. Donc ça dit quelque chose sur l'époque. Deuxième sujet. Troisième sujet, c'est la Troisième Guerre mondiale a-t-elle commencé ? En gros, on va célébrer, avec beaucoup de guillemets, les débuts de la guerre russo-ukrainienne, mais on voit qu'elle est en train de s'étendre, et certains penseurs, Olivier Todd entre autres, disent « ça a commencé, on est déjà dans la troisième ». Donc on va voir pourquoi et si c'est grave. C'est grave. Allez, et on a un caricaturiste qui est là, qui a déjà commencé à dessiner, il s'appelle Ignace. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est du genre saignant. Et c'est ça qui nous plaît. Allez, on se retrouve tout de suite pour le premier sujet. À tout de suite. Alors, premier sujet, réorganisation de la police judiciaire. En gros, la police judiciaire actuellement est organisée par grandes zones géographiques et le projet du gouvernement, donc projet mené par Gérald Darmanin, c'est de transformer cette organisation en organisation départementale et en regroupant un certain nombre d'autres services en plus de la police judiciaire sous l'autorité d'un directeur départemental. Bien. Tout ça, vu d'ici, ça semble du bon sens, on réorganise, on fait que les choses soient un poil plus rationnelles. Pourquoi pas ? Sauf que les syndicats policiers sont tous, sans exception, opposés à cette réforme. Donc ça nous dit quelque chose. Et je profite de la présence de Jean-Pierre Colombiès, qui va prendre la parole pour nous cadrer le débat. Alors, bonjour à tous, bien évidemment. Il y a beaucoup d'hypocrisie autour de cette réforme, puisque le gouvernement, et Darmanin en premier lieu, présentent ça comme un progrès, une fois de plus. Mais ça, c'est le mot magique de la Macronie, c'est nécessairement un progrès. Non, mais à chaque fois qu'il y a une réforme, qu'elle vienne de la droite ou de la gauche, c'est présenté comme un progrès, autrement il n'y aurait pas de réforme. C'est de la rhétorique politique habituelle, nous sommes bien d'accord. Okay. Sauf que là, on ne peut pas parler de réorganisation, on peut parler de destruction. Donc le mot n'est pas anodin, je ne l'emploie pas comme ça, juste pour faire le buzz sur les médias, c'est une réalité. Il échappe à personne on peut faire un historique très rapide de ce que sont les services judiciaires. S'il y a une compétence régionale à ces premiers services d'investigation, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est trop compliqué, mais il y a plusieurs strates d'investigation. Il y a les commissariats, les sûretés urbaines, les SRPJ qui s'appellent différemment, et puis les offices centraux qui sont à Nanterre notamment. Et ça ne correspond pas à un hasard. La police judiciaire, c'est ceux qui mènent les enquêtes en lien avec la justice. Tout à fait. Pour instruire un dossier. Absolument. C'est ça. Qui peut être un dossier à long Donc c'est terme. Pas du tout la voie publique. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Enfin, c'est au cœur de la délinquance. C'est au cœur de la délinquance et la vocation de la PJ, de la police judiciaire, au sens, j'allais dire noble du terme, c'est même pas ça. Tout est noble, y compris les commissariats, qu'il faut surtout pas mépriser. Mais l'intérêt d'un service régional de police judiciaire ou d'un office, c'est le travail à long terme, justement. C'est pas travailler sur l'immédiateté, travailler sur les petits dossiers. Or, si vous avez écouté le discours de Darmanin, il a dit « Je vais ramener les services de police judiciaire au plus près des préoccupations du citoyen, parce qu'il y a trop de dossiers en souffrance. » Plusieurs articles sont parus sur le sujet. Et en fait, il ment éhontément en disant « En plus, je vais renforcer la police judiciaire de 20 000 OPJ. » Sous-entendu, les OPJ... Voilà, sous-entendu, les OPJ, les officiers de police judiciaire qui aujourd'hui sont dans les petites structures, commissariats et sûreté urbaine, vont renforcer la PJ. C'est un mensonge absolu et c'est surtout une escroquerie morale. Parce qu'en fin de compte, au lieu d'aller vers une réforme qui aurait permis d'avoir une véritable filière judiciaire renforcée en collaboration avec les magistrats indépendants, notamment les juges d'instruction,
On casse cette dynamique, on la départementalise et on met ces services judiciaires qui avaient compétence sur l'ensemble d'une région au service d'un directeur départemental qui sera aux ordres du préfet. Enfin, je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est hallucinant d'entendre ça. Et ça passe crème, pourquoi ? La police a toujours dépendu de la politique, du ministère. Donc forcément, non, plus ou moins, je vous rappelle contrairement à la justice, elle n'est pas non. réputée comme indépendante. Il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas mélanger le parquet, la justice du parquet qui, là, bien évidemment, est aux ordres du pouvoir politique, et les magistrats indépendants, qui sont les juges d'instruction, notamment. Oui. Et les magistrats indépendants, les juges du siège, les présidents de cour. Bon. Non, mais là, on parle d'un enquêteur sur le terrain. Oui. Il prend ses instructions de son supérieur, le commissaire, et puis, je ne sais pas, il y a toute une chaîne de commandement. Qui est en relation avec le parquet ou le magistrat instructeur, mais jamais, en aucun cas, avec le préfet. Or, le problème qui va se passer dans le cadre de cette réforme, c'est que le préfet va donner pour instruction de s'attaquer à la délinquance visible, ce qu'on appelle la petite délinquance qui est ultra nocive, entendons-nous bien. Le petit trafic de stupes est éminemment nocif. Mais le préfet va réajuster le travail à long terme des anciens SRPJ pour un travail immédiaté et purement médiatique et politique, politico-médiatique si vous préférez. Donc c'est un déclassement total de la police judiciaire. Qu'est-ce qui provoque cette réforme, beaucoup de choses, Jean-Pierre? Beaucoup de choses. Non, pour moi, c'est le désir du gouvernement d'imposer, une fois de plus, la limite à la curiosité de certains. Les affaires politiques. C'est un contrôle politique. C'est un contrôle politique pour éviter les enquêtes qui gênent, il faut être simple. Et on a vu ça pour les médecins, on a foutu le Conseil de l'ordre qui condamne tous les médecins qui ont le malheur d'émettre un avis différent de celle du gouvernement. Alors que jusqu'à présent, théoriquement, la parole était libre en France. Ouais. Eh bien, là, on voit la même chose pour la justice. C'est de mettre la justice aux ordres. Il ne faut plus qu'il y ait d'affaires qui ont eu lieu, qui risquent d'arriver. Non. Et de la corruption. Non, mais ça, on l'a dans tous les services. On l'a dans tous les services. Non, mais tout a commencé. Ça n'a rien à voir avec la corruption. Le budget n'est pas là. Le budget, il est effectivement dans la maîtrise. L'histoire des indices et de la drogue qui circule pour rémunérer. Ça, c'est l'histoire du monde. C'est l'histoire du monde. Là. Tout corps est corrompu. Il n'y a pas de parfait. Heureusement qu'il n'y a pas de parfait d'ailleurs. Non, mais tout ça part d'affaires ultra médiatiques qu'on a peut-être oublié pour certains. Je pense à Urbain Graco dans les années 80. C'est vieux ça. C'est vieux, mais c'est lié au PS. À l'époque, c'est un séisme. On ose mettre des petits flics de PJ, osent mettre le doigt et la main dans le panier des politiciens, et on se rend compte que la police judiciaire, lorsqu'elle est indépendante, elle est dangereuse. Donc à partir de là, ils n'ont eu de cesse, les politiques n'ont eu de cesse que de, je dirais, fracasser l'efficacité des services judiciaires. J'ai 35 ans de police derrière moi, dont plus de 20 ans en police judiciaire pure. Je peux vous assurer que je n'ai vu, au cours de ces années, je n'ai pas vu un seul pouvoir politique renforcer le travail des enquêteurs. À l'inverse, j'ai vu des politiciens, Nicolas Sarkozy en tête de file, en tête de gondole, qui n'ont eu de cesse que d'alourdir le travail de la procédure sous couvert d'une rhétorique bienveillante en disant qu'on fait ça pour renforcer la défense des libertés publiques. On va faire circuler la parole. Nicolas Vidal. J'ai une intervention et surtout peut-être une question que je vais poser à Jean-Pierre là-dessus. Est-ce que finalement, moi j'ai mes contacts police qui me disent la même chose que toi là-dessus sur cette inanité de cette réforme, mais effectivement, est-ce qu'il y a aussi cette fusion de vouloir faire intervenir le pégiste au sein de la rue? C'est aussi peut-être beaucoup de com' aussi, au-delà de ce qu'on a dit sous l'égide du pouvoir politique, aussi pour essayer de masquer l'ensauvagement de la société en allant faire travailler des gens finalement sur des petits larcins pour essayer de faire monter les chiffres. C'est du moins ce qu'on me dit aussi dans mes contacts police. On me dit qu'il y a une volonté de statistiques et de chiffres pour montrer... Ça ne résoudra rien. Oui, mais c'est ce qu'on me dit. Est-ce que c'est ce que tu partages cet avis ou pas de tes collègues? Non, mais je dirais résoudre la problématique de la gestion du petit judiciaire, c'est certainement pas en explosant le grand judiciaire, on va dire. Certainement pas. Parce qu'il y a des milliers et des milliers de dossiers qui sont en souffrance dans les services de police. Et là, ça s'explique par une philosophie de la gestion des dossiers qui est autre que le travail de la police judiciaire. Peut-être un peu au ras du sol, mais un justiciable comme moi, qui une fois, récemment, je me suis fait piquer mon portefeuille, une autre fois, un scooter, des choses comme ça, c'est qu'il n'y a jamais, je peux en porter témoignage, de réaction de la police de retour. On dépose plainte, c'est normal. On n'entend plus jamais parler de son histoire. Je vais te faire une réponse totalement provocatrice. C'est normal. Ah bon? Mais oui, parce que vous avez tous oublié, tous, probablement pas sur ce plateau, mais 2007, quand Nicolas Sarkozy prend le pouvoir, il annonce quoi? Suppression d'un fonctionnaire sur 2. Qu'est-ce que sont des policiers? Des fonctionnaires ou pas? Donc on a supprimé des postes et des postes, en veux-tu, en voilà, partout, en oubliant un paramètre quand même intéressant, c'est que la population française, elle, mécaniquement,
elle augmente, que le nombre de la délinquance et des faits constatés augmente plus vite que la population. Et surtout, quand on a invité, rappelez-vous, il y a eu un discours absolument d'une hypocrisie surréaliste qui disait « Allez au commissariat, allez-y, n'ayez pas peur, les petits-enfants, c'est une sorte de nouveau prophète de la sécurité. Allez dans les commissariats, déposez plainte et vous verrez, moi je vais rendre à la police toute son efficacité parce que chaque dossier, chaque plainte recueillie fera l'objet d'une enquête. » C'est une folie. Voilà. Et on a encouragé des gens à déposer plainte pour tout et n'importe quoi. J'ai vu des plaintes pour fuite d'eau. Vous m'entendez bien ? Fuite d'eau. J'ai vu des plaintes, j'ai eu entre les mains des plaintes pour dépôt abusif de publicité dans les boîtes aux lettres. Et le problème, c'est que tout ça arrive et est enregistré. Et toute plainte ou tout dossier enregistré nécessite mécaniquement une enquête. Donc on a organisé la saturation des services judiciaires dans leur ensemble. Toute la filière judiciaire, jusqu'au parquet, jusqu'à la justice, est saturée. Et tu sais ce que c'est ça ? C'est la victoire de la délinquance organisée et la victoire de la mafia sur notre territoire. Et ça, j'ai le regret de le dire, c'est peut-être fort. Certains vont dire, oh là, encore un innommable complotiste qui est là. Mais je peux vous assurer que là, les mentors de la criminalité organisée, je pense à la grande criminalité financière ou à la mafia qui existe, c'est pas une vue de l'esprit, elle se frotte les mains. Parce qu'en face d'elle, il n'y aura plus d'interlocuteurs. On va céder la parole à François Martin. Je te remercie, Jean-Pierre, parce que c'est ton explication, bien que courte, est limpide pour moi sur la politisation et le verrouillage politique. Mais pour moi, il y a encore une autre affaire. C'est-à-dire, je pense qu'en plus de ce que tu dis, il y a un aspect de réforme alibi. Parce que le vrai problème de la police, tout le monde le connaît, c'est le déclassement, c'est un problème psychologique, moral et psychologique. Il y a un véritable déclassement, la police est déconsidérée, elle a l'impression qu'elle est utilisée et surutilisée par le pouvoir, qu'elle est mécanisée, qu'on lui demande des statistiques et qu'on l'empêche de faire son travail. Donc les policiers se sentent perdus, enfermés, etc. Et quand tu as un problème comme ça, c'est à ça que tu dois répondre d'abord. Avant de faire de la réforme de structure, il faut d'abord redonner aux policiers leur dignité en leur disant le pays vous aime, on est là pour vous, on veut vous aider et faire retrouver à la police sa véritable mission. Et après, si tu as besoin de départementaliser, tu regardes comment il faut faire, etc. Mais c'est après. Et alors si on dit on va départementaliser, on va rendre ça plus efficace, etc., en fait, on cache le véritable problème. Et non seulement on va le cacher, mais en plus, on va l'augmenter. Parce que, et en plus, non seulement on va l'augmenter, mais en plus, on va le mettre au niveau local, là où on le verra plus. Le départementaliser n'a aucun sens. Et je veux dire, j'ai travaillé 15 ans à Marseille. Vu de mon point de vue, regrouper un certain nombre de services de police ensemble au niveau département, ça paraît pas complètement idiot. Mais si, c'est totalement contre-productif. Enfin, j'ai travaillé 15 ans à Marseille. Donc le SRPJ de Marseille de l'époque, je dis toujours le SRPJ, pour moi c'est plus simple, va à une compétence qui allait de Perpignan à Menton. Mais c'est pas surréaliste ça. Pourquoi ? Parce que la délinquance mais bien sûr, mais tous les mafieux qui étaient soit corses, soit italiens, soit russes, beaucoup investissaient sur la Côte d'Azur, sur toute cette partie géographique. Mais par exemple, pardon Jean-Pierre, mais on sait qu'à Grenoble, il y a un nid de grosses délinquances. C'est ni entre Marseille et Menton. Donc forcément, c'est un autre service de PJ qui s'en occupe. En quoi est-ce différent ? Parce qu'ils vont devoir communiquer de département à département, comme ils communiquaient de région à région. Mais qu'est-ce que c'est un département au niveau du découpage territorial ? C'est un maillage qui est trop... Mais c'est trop petit. C'est trop petit. Mais c'est une volonté, il y a une volonté manifeste du gouvernement, de ce gouvernement-là, qui en fait se fait l'héritier des gouvernements précédents. Il ne faut pas tout mettre sur le dos de Macron et de ses acolytes. Parce que pour moi, Dupond-Moretti et Darmanin marchent main dans la main dans le cadre de son projet. Parce que Dupond-Moretti s'arrange ses anciens clients, qui sont, je le rappelle quand même, des oligarques russes bien installés au chaud sur la principauté de Monaco, notamment. Et ça intéresse les anciennes relations de certains politiques avec des mafieux de haut niveau et de la criminalité financière organisée. On est au cœur enfin, je veux dire, c'est la matrice de la délinquance de haut niveau. Et si on casse... le caractère stratégique mais complètement.
au bénéfice d'une supposée amélioration locale. Donc on va faire du local, et qui ne peut pas mais l'être. les grandes affaires stratégiques, du coup, on va les perdre. Donc clairement. c'est une révolution, en fait. Oui, complètement. Pour les mafieux, c'est une révolution. Ça veut dire allez-y, les gars. Mais bien sûr. On vous libère le champ. Or, ça ne semble pas correspondre à une montée en puissance des mafieux. On voit ça, on a vu ça récemment dans les médias. C'est la surpuissance de la mafia à Anvers, je crois, liée au fait que c'est le principal port d'entrée de la drogue en Europe. Oui, ça, c'est depuis des décennies. Des décennies. Mais ça fonctionne. Elle devient de plus en plus violente, semble-t-il. Mais parce qu'ils se sentent, je dirais, ils se sentent libres d'aller jusqu'au bout de leur concept. À partir du moment où tu as des services judiciaires, et là j'englobe toute la filière, police, justice, où il n'y a pas de réponse pénale adaptée, on est bien d'accord. Et c'est le cas en France. Il faudrait faire le contraire, en fait, si je t'interromps. De ce qu'on est en train de faire, il faudrait faire exactement le contraire, en fait. Exactement ça. C'est C'est-à-dire ça le problème. focaliser au lieu de localiser. Il faudrait faire, enfin moi je suis un partisan de ce principe, mais je n'ai pas la prétention d'être le messie, le messie judiciaire, certainement pas de faire de la politique. Mais pour autant, il aurait fallu faire exactement l'inverse, c'est-à-dire renforcer la collaboration des services judiciaires et SRPJ et même Office avec la justice et créer une filière judiciaire parfaitement indépendante. Et le mot est certainement pas... Ça, c'est une grossièreté. Oui, et certainement pas... Mafieux, si on touche les gros mafieux, on touche la Indépendant de politique quoi, avec. d'abord? Oui, mais bien sûr. Je veux dire, beaucoup ont à la bouche le mot anglicisme, veulent une police. Sarko le premier, à l'époque, voulait faire un copier-coller du système anglo-saxon sur le système français. Sauf que ça induit beaucoup de choses. Ça induit notamment une relation entre les services de sécurité et la justice, les représentants de la justice, beaucoup plus forte, beaucoup plus intime. Or, on ne l'a pas. Et ça nécessite une réponse judiciaire digne de ce nom. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, par exemple, quand on ment, le parjure double la peine. En France, c'est exactement l'inverse. Il y a une prime aux mensonges et une prime aux accointances et aux complicités morales entre le politique et la grande délinquance. Or, à partir du moment où tu casses la dynamique judiciaire au bénéfice d'une police de proximité dévoyée, il faut le dire, eh ben c'est terminé. Tu n'as plus de frein. Et c'est le citoyen qui parle plus que l'ancien flic. Jean-Pierre, je voulais te poser une question là-dessus qui m'intéresse sur la politisation finalement de cette réforme. Notamment, on imagine, il y a un élu qui est sous enquête de police judiciaire. Qu'est-ce que ça changerait concrètement cette réforme? Ça veut dire qu'on pourrait à un moment donné avoir des pressions politiques pour, à un moment, qu'ils ne soient pas entendus. C'est vraiment une question pour le coup, Oui, parce que c'est ce que j'ai lu. Et voilà. Je voudrais que ça soit concret pour vos téléspectateurs. Mettre en fait. sous les ordres du préfet un service de police, c'est bien supprimer toutes les enquêtes qui seraient... Non, pas totalement. Pas assez. Ok, alors, je voudrais comprendre ce que ça va changer politiquement. Parce qu'il me semble qu'un commissaire, qui est le grade le plus élevé, rapporte directement au ministère. Il a un interlocuteur. Oui, non, mais l'interlocuteur. Donc il reçoit des instructions politiques. Non, mais la police a une double casquette. Il y a la filière administrative, puisque le commissaire, bien évidemment, pour avoir les moyens de travailler, est bien obligé d'aller demander ces moyens-là au pouvoir politique, enfin, au pouvoir du ministère de l'Intérieur, donc du ministère, donc de l'administration, donc du politique. Et puis, il a un interlocuteur, je dirais, opérationnel, qui est la justice, qui est le procureur de la République ou le juge d'instruction. Et avant d'arriver à l'instruction, qui est la voie royale de l'enquête, parce que le juge d'instruction ne rend compte à personne, vous avez une enquête préliminaire. Or, cette enquête préliminaire... C'est celle-là qui serait mise en cause. Elle sera complètement pulvérisée, puisque l'enquête préliminaire est faite en collaboration sur instruction, sous l'autorité directe du procureur de la République. Mais avant d'en arriver là, les chefs de service judiciaire vont rendre compte des investigations qu'ils ont débutées. À qui? À leur première strate de niveau hiérarchique qui sera le préfet. Or, si le préfet lui dit « Ah ben c'est bien gentil votre enquête, machin, très financière, très longue, mais moi j'ai un problème de stup, là, vous voyez, à cet endroit-là. Et il va falloir mettre vos effectifs, tous vos effectifs, au service de mon objectif qui m'est imposé par Dieu le Père, à savoir le ministère, et avant d'aller enquêter sur machin ou madame Trucmuche, qui est quelqu'un de bien, qui est quelqu'un de très bien finalement, vous allez vous occuper du petit... Parce que le petit dealer, on ne sait pas comment faire. Ce serait tout un autre débat, ça mériterait quasiment presque une émission là-dessus. La même réforme, le même type de réforme qu'il y a par exemple dans l'armée, ou quand on discute par exemple avec des officiers, il y a une politisation de l'armée, c'est-à-dire que les strates supérieures sont prises de plus en plus par les politiques qui prennent la décision à la place, c'est-à-dire il y a une dévitalisation progressive des services. Heureusement que c'est les politiques qui prennent la décision par rapport à l'armée. Sinon, ça conduit au pronunciamento. Pas au niveau stratégique ou opérationnel, quoi. Il faut que ça reste au niveau politique. En tout cas, il y a une bagarre aujourd'hui entre les politiques et les hauts gradés de l'armée, les hauts gradés cherchant à conserver leur
je veux dire, leur prérogative, et donc je constate un peu la même juste chose. Pour terminer, je ne veux pas monopoliser le débat. Tu me demandais ce qu'il faudrait. Pourquoi je dis l'inverse? Oui, il faudrait une filière réellement indépendante qui n'ait de compte à rendre à personne, si ce n'est à ses interlocuteurs naturels qui sont la justice. Et non pas casser la dynamique du judiciaire, ce qui est déjà le cas en région parisienne. Le judiciaire en région parisienne sur Paris n'a plus aucune autonomie. Il dépend du préfet directement. Et pour moi, ce n'est pas une bonne chose. Il faudrait véritablement, comme dans certains pays anglo-saxons, avec des réserves, bien évidemment. Là, je balance ça comme ça, mais ça nécessiterait des nuances et une adaptation du système beaucoup plus complexe que de simplement balancer un slogan. Mais fondamentalement, c'est ça qu'il faudrait si on voulait un État digne de ce nom, et un État démocratique digne de ce nom, et un État honnête. On n'en est pas là, on fait exactement l'inverse, ce qui en dit long sur la mentalité qui règne aujourd'hui. On va vers quoi? Le temps est écoulé, mais juste peut-être une dernière minute. Ce que je vois, d'un côté, qu'il y a une réforme qui arrive, qui a été testée dans des départements, donc il faudrait savoir quel est le bien. Et on voit que tous les syndicats de police sont opposés. Or, on sait aussi que le ministère de la Justice, d'ailleurs un peu comme le ministère de l'Éducation, est co-géré entre le ministre et les syndicats. C'est la première tentative de réforme du judiciaire qui a vu une opposition frontale de l'ensemble des syndicats de police, hormis celui des commissaires que je mets à part. Mais les syndicats... Elle peut passer alors que tout le monde s'y oppose. Bien sûr, mais pas tout le monde. Oui. Pas tout le monde. Les politiques ne sont pas contre du tout. Et pour cause. Quand vous avez un Cahuzac, un Thévenoud, à l'époque Urbagraco, j'en passais des meilleurs, et puis à droite, on a un ex-président, Chirac, un ex-président qui va multiplier les condamnations en correctionnel. Comment voulez-vous que ces politiciens s'opposent à ce qui va finalement leur ouvrir la voie royale à la corruption? Et en plus, cosmétiquement, ils vont pouvoir dire, regardez, on s'occupe du dealer, du coin, de machin, etc. Donc, vous voyez, on s'occupe de vous, chers citoyens. Exactement. C'est-à-dire, on abandonne le stratégique au profit de l'opérationnel le plus. C'est exactement ce que dit Darmanin. Ok. Alors écoutez, merci beaucoup. On a un peu explosé les délais, mais je crois qu'on a déjà, et beaucoup plus qu'effleuré, le sujet. Merci Jean-Pierre pour vos compétences. Merci. Allez, on se retrouve dans quelques secondes pour le deuxième sujet autour des uniformes à l'école. Allez, à tout de suite. Rebonjour, le sujet de l'uniforme à l'école. Alors ce sujet est revenu dans l'actualité assez récemment parce que Brigitte Macron, la femme du président, a dit son côté favorable à ce sujet. Elle a rejoint l'opinion d'autres politiques, dont Marine Le Pen, mais pas que. Ce sujet paraît un peu décalé quand on regarde les problèmes de l'école, les problèmes de niveau, les problèmes de ce qu'on voit de faible brassage social, le fait que l'ascenseur ne fonctionne plus. Pour autant, il est dans l'actualité et c'est Nicolas Vidal qui commence. Avec grand plaisir. Mais Brigitte Macron a quand même tendance à s'exprimer à peu près sur tout en ce moment. Et j'ai pas eu l'impression que son nom était sur les bulletins au bureau de vote il n'y a pas longtemps. Le sujet de l'uniforme, il est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'une nouvelle fois, je pense qu'on est en train de masquer, vous l'avez dit, l'effondrement de l'éducation nationale. L'uniforme n'est que l'apparat, finalement, d'une espèce de normalisation des élèves, une espèce de symbole de la méritocratie. Mais la réalité, c'est que le naufrage de l'éducation nationale, il est là aujourd'hui. On a vu les classements PISA notamment. Le vrai sujet, c'est le véritable naufrage de l'éducation nationale. C'est le véritable naufrage, finalement, de gens qui ne seront pas du tout qualifiés, qui ne seront pas émancipés, qui ne seront pas avec un libre arbitre. D'ailleurs, on l'a vu récemment, je pense que Gérard de Lépine sera d'accord avec moi sur la crise sanitaire. Finalement, on se rend compte que l'uniforme, c'est vraiment la technique, j'aime bien ça, pour reprendre en termes de maintien de l'ordre, c'est le lacrymogène. C'est le lacrymogène, finalement, pour piquer les yeux à tout le monde et ne pas voir concrètement ce qu'il en est. Alors, effectivement, ça pourrait être une bonne mesure, mais dans le cadre où il y a un processus à un moment de redressement général de l'éducation nationale et surtout du niveau des élèves et probablement du niveau des enseignants. On nous parle de l'uniforme, d'accord. Rappelez-vous, messieurs, fin août dernier, nous avons pris en charge des professeurs, nous avons fermé des enseignants ou des maîtres d'école
notamment avec du speed dating. En août dernier, ils sont venus pendant 3 jours en formation, on les a triés sur le palier. Voilà. Donc on a eu des jardiniers, on a eu des artistes zingers, on a eu toute une série de gens qui en 3 jours ont été recrutés pour aller pallier les carences des différentes académies, notamment à Versailles. Donc on ne peut pas à un moment donné venir nous parler de l'uniforme sous... Ouais, okay, j'entends. Oui. Est-ce que oui. l'uniforme, c'est une bonne idée ou on s'en moque et on ne traite même pas le sujet? Je veux dire, l'urgence, c'est comme dans un service d'urgence. À un moment donné, l'urgence, c'est de redresser l'éducation nationale. L'uniforme, très bien, pourquoi pas. L'idée n'est pas mauvaise en soi, mais l'idée, à un moment donné, c'est que aujourd'hui, c'est de la cosmétique. C'est de la cosmétique pour moi. Bon, moi, j'ai voyagé beaucoup au travers du monde et je dois dire que la majorité des pays, en particulier les pays asiatiques, sont pour l'uniforme. On voit des enfants. On les voit partout. Et ils sont fiers de porter cet uniforme parce qu'ils appartiennent à un corps. Et je pense que ce n'est pas uniquement cosmétique. Je partage totalement le constat de la faillite totale de l'éducation nationale qui a été organisée par tous les gouvernants précédents et surenchérie actuelle. Mais l'uniforme, c'est quand même la manière visible de montrer qu'on appartient à un groupe. Et je pense que cette notion d'appartenir à un groupe, ce qui est à la base de la citoyenneté, somme toute, c'est quelque chose d'important. Oui, mais l'uniforme est D'autre également... part, c'est un moyen aussi de masquer les différences sociales. Voilà. Je veux dire, quand on voit... moi, j'ai vécu avec des blouses. C'était pas les uniformes, mais on avait des blouses à mon époque. C'est lisser les différences. C'est lisser les différences. Et là, on a fait exploser les Nike, les vêtements bien chers. Il fallait montrer... Ça va changer quoi que ce soit. L'uniforme est cachant, ça ne vaudra pas le coup d'acheter un Nike. Sauf que, pardon, mais certains disent... ok, mais à ce moment-là, ils vont tous avoir, on va dire, les filles une jupe bleue avec un pantalon et peut-être une chemise, mais on va pouvoir faire la différence avec les chaussures, avec le manteau, avec le sac, avec la montre. C'est beaucoup moins. Donc finalement, ça ne va rien changer. Jean-Pierre Colombiès. Oui, très rapidement. J'ai beaucoup trop parlé avant. Mais moi, il se trouve que mes filles ont été scolarisées en Angleterre pendant 2 ans. Oui. Ça posait strictement de problème à personne que les enfants... Alors, c'est le terme uniforme qui, en France, pose problème, parce qu'il y a une gauche très démagogique qui a des poils qui se hérissent. C'est vrai que ça fait penser à l'armée, quoi. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. On ne peut pas taxer les anglo-saxons, et les anglais encore moins, d'être des militaristes acharnés et des démagogues complets. Bref, tout ça... Qu'est-ce qu'elles portaient comme uniforme? Elles avaient un polo bleu marine, et en bas, le dress code, c'était un bas gris, alors soit jupe, soit pantalon. Les garçons avaient ça, et ça posait strictement aucun problème. D'ailleurs, dans le cadre de... Plus, hein. Elles avaient la liberté de choisir leur chemise, leurs chaussures... Ça allait de soi. De toute façon, ça allait de soi, puisque le polo couvrait tout. Mais je veux dire, le truc, c'est que dans le cadre de cette réforme, et ça tombe bien, puisque Macron a à la bouche sans arrêt la consultation des uns et des autres, pourquoi on ne demande pas l'avis aux familles, par exemple? Ça ne concerne pas que Pape Ndiaye et Brigitte Macron, à qui, tout à coup, qui a eu une révélation divine. Pourquoi on ne consulte pas les parents d'élèves et même les enfants? Parce que je rappelle quand même qu'il y a des gamins qui sont tout à fait d'accord pour que, justement, il n'y ait plus cette course à l'échalote, soit du Croc, soit de Nike, soit de je ne sais trop quoi. Ils en ont marre aussi d'être... Vous pensez que ça pourrait être un sujet de consultation nationale, une votation à la Suisse sur un sujet comme ça? Mais pourquoi pas? Si on avait l'habitude des votations, oui. Oui, si on avait l'habitude des votations, parce que... Oui, non, moi là-dessus, pourquoi pas, mais je veux dire par là, c'est que ça suis ne va d'accord pas avec ce que tu empêcher, dis, tu vois Jean-Pierre, ça ne va pas empêcher, moi je suis d'accord, moi je suis pas, pour être très clair avec vous, je ne suis pas contre l'uniforme, hein, très clairement, c'est là-dessus. C'est que je vous l'ai dit, il y a un naufrage. Par contre, ça ne changera pas le fait que les enfants de Pape Ndiaye iront à l'Alsacienne et qu'il y aura à un moment donné une espèce de discrimination au niveau de l'éducation, de la structure, bien sûr. Il y a ça ne masquera pas la fin de la méritocratie et la fin du naufrage de l'éducation nationale. Et autre problème, on le sait, dans quelle mesure vous allez mettre des uniformes dans certains lycées ou certains collèges? Ça va être compliqué de les imposer. Ah, vous savez que ça existe déjà. Ça va être compliqué de les imposer, à mon avis. On a fait la même discussion à propos du voile, et ça a été interdit, il s'est arrêté. Bon. Mais si, dans les espaces non, pas publics... tellement, Gérard, je me permets, pas tellement. Ça pose, la loi regardez sans aucun regardez problème. les entorses à la laïcité sur les 3 dernières années, elles sont de plus en plus prégnantes. Et inquiètent de plus en plus les services, concrètement. Bien sûr. Il est vrai que le voile n'est plus à l'école. D'autres signes religieux sont apparus, plus subtils. Ils sont pires. Bon. Et je pense que ça va poser un véritable problème à un moment donné, si on veut l'imposer, parce que ça sera imposé, ça va poser quand même des problèmes, à mon avis, pour bien des élèves, à mon sens. Mais ça ne masquera jamais le naufrage. C'est François Martin, et je te redonne la parole, Gérard. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est dérisoire? Moi, je dirais les deux.
c'est une bonne idée et c'est aussi dérisoire. Parce que c'est dérisoire par rapport à la situation actuelle. Si on demande à n'importe qui, mais n'importe les personnes simples ont du bon sens. Les petites gens, les gens modestes ont du bon sens. On leur dit, est-ce que vous pensez que l'uniforme, c'est vraiment la chose la plus importante à l'école? Ils vont vous dire, bah non. Par contre, on va leur dire, est-ce que vous pensez que si on redresse vraiment l'école, c'est important? Ils vont dire, ben oui. Donc, alors, je vais plus loin que ça. Je me dis, je ne peux pas penser une seconde que dans l'esprit des déconstructeurs de l'école, qui sont ceux qu'on a aujourd'hui, ils aient véritablement envie de redresser l'école à partir des uniformes. Donc, pour moi, c'est totalement cosmétique, on annonce ça à grands coups de trompette, mais en fait, c'est la dernière des choses qu'ils ont véritablement envie de mettre en place. Donc, à mon avis, c'est nul et non avenu. Voilà ce que j'en pense. Je ne crois absolument pas qu'ils feraient ce qu'il faut pour mettre en place ça. Je ne le crois pas. Il y a moins d'un an, il y avait un ministre qui était plutôt célébré, c'était Jean-Michel Blanquer, qui venait du Sérail, qui n'avait fait que de l'éducation nationale toute sa vie et qui semblait, par exemple, dans le doublement de certaines classes de primaire, aller plutôt dans le bon sens. Donc la déconstruction, elle n'a pas toujours eu lieu. Il y a eu plutôt des mouvements qui allaient dans le bon sens pour redresser le niveau, non? Sauf que Blanquer, il n'a jamais proposé l'uniforme, à ma connaissance. Non, mais Jean-Michel Blanquer, il a été cornaqué aussi énormément. Il a été cornaqué, il s'est affronté à toute une série de syndicats, de rhétorique déconstructiviste. Il a commencé dans l'idylle et il a fini exactement, un peu dans le parce que même moi, quand j'ai vu arriver Blanquer au début sous Macron, c'est peut-être la seule réjouissance que j'ai eue. Je me suis dit, tiens, quelqu'un peut-être qui va remettre en place. J'étais pas naïf, faut pas exagérer, faut pas être naïf. Mais la réalité, c'est que Jean-Michel Blanquer n'a rien fait et que l'uniforme ne permettra pas à des gamins, à un moment donné, de reprendre en orthographe, de construire, de savoir lire, de savoir compter, de pouvoir devenir citoyen. Parce que l'école, c'est quoi, les amis? C'est à un moment donné de devenir des citoyens, c'est émanciper les individus pour qu'ils deviennent des citoyens et qu'on se retrouve. Je finis là-dessus. J'ai reçu, par exemple, Aude Denisot récemment dans une interview, Aude Denisot qui est prof, et elle me disait qu'elle enseigne en droit, en master de droit. Elle me disait notamment qu'il y a des élèves, en bon nombre, qui ne font pas la différence entre l'auxiliaire A et la préposition. On se retrouve, c'est des gens qui vont être des futurs magistrats, des futurs procureurs. Vous imaginez l'effondrement, même en master, sur des métiers juridiques. Donc on peut mettre 14 uniformes, si on veut, sur la tête, pas de souci. Mais par contre, l'effondrement des élèves et l'abrutissement d'une partie des élèves avec TikTok, Instagram et tout, où il n'y a aucune politique publique sur ce côté-là, et toute une série de jeux télévisés, n'engendrera jamais un regrettement. Merci. François Martin. C'est encore pire que ça, parce qu'on voit bien que le sens de l'histoire, c'est de faire intervenir les drag queens dans les écoles pour lutter contre les discriminations de genre. C'est ça le sens de l'histoire. Donc c'est totalement. C'est ça le sens la volonté de certaines élites occidentales. C'est le sens de l'histoire d'aujourd'hui à travers ce que veulent nos politiques. Le monde est beaucoup plus vaste que le monde occidental. Non, mais quand je dis le sens de l'histoire, c'est le sens de l'histoire politique de notre pays à travers ses dirigeants actuels. C'est ça, comme ça qu'ils conçoivent. Alors, on n'est pas dans l'uniforme là. Donc c'est dans ce sens-là qu'on va, enfin, qu'ils veulent qu'on aille, visiblement, puisque c'est déjà le cas. Dans un Gérard de Lépine, Gérard et Jean-Pierre Colombiès. Non, la destruction de l'école est arrivée de manière catastrophique. En mathématiques aussi, j'ai une amie. J'ai une amie qui est prof de maths à Bordeaux, et elle est effarée. Était effarée, et y compris des gens qui voudraient se présenter à des concours de grandes écoles et qui ne savent pas faire de multiplication de tête, par exemple. Ça paraît idiot, mais c'est quand même quelque chose de très important. Oui, et en même temps, c'est un peu le passé, Gérard. Dans certains endroits... Non, mais je vais remettre une bûche dans le feu, et je vais aller vous chercher, vous provoquer. Finalement, pourquoi savoir faire une opération si on a une machine qui l'a fait à votre place? De la même manière, pourquoi savoir écrire si on peut dicter? Bon, quand la machine se trompe, l'avion s'écrase. Ouais. C'est bien d'avoir un homme qui se dit non, là, il y a la Terre. Ouais. Et le calcul de tête, c'est la même chose. Oui, et puis à ce moment-là, pourquoi apprendre à écrire puisqu'on peut faire un dictaphone? Mais je viens de le dire. Oui, et il y a dans certains... Si on veut que le cerveau apprenne ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, il faut lui apprendre à lire, il faut lui apprendre à écrire, il faut lui apprendre à compter. C'est la base. Donc on est obligé de réfléchir. Pendant des milliers d'années, il y avait une ultra-élite qui savait lire et écrire.
Même en France, jusqu'à il y a 100, 150 ans, le taux d'alphabétisation était assez bas. Oui, mais enfin, la Troisième République a quand même créé l'éducation obligatoire. Oui. Dans l'armée de Napoléon, Oui. seuls 2% des effectifs savaient lire et écrire. Mais c'est pas parce qu'on part de très loin qu'il faut retourner à 200 ans, à très loin. Et d'ailleurs, je vous rappelle, pour ceux qui n'aiment pas cette époque politique, mais c'est pas grave, c'est la Commune de Paris qui a inventé l'école universelle. D'accord. Non, petite Ok. parenthèse que je referme. On C'est mon connaît petit, votre amour, c'est mon petit, on l'a c'est vu mon, sur scène. voilà, c'est mon petit côté provocateur. Très J'aime bien, bien. Jean-Pierre. Mais ouais, non, mais bon, très rapidement, je C'est revois. quand même Napoléon qui a aussi créé les écoles. Non, il a créé le non. Si, il a créé l'école, le ne serait-ce que pour apprendre aux soldats à tirer Il a correctement appris- au canon. il a Parce écrit qu'il le fallait cat- savoir il a- compter les trajectoires. Il a créé, si je puis me permettre, il a créé le catéchisme impérial, ce qui n'est pas la même chose, mais l'école publique, c'est la commune. Bref, ça, on ne peut pas dire le contraire, je suis désolé. Bref, bon, pour l'uniforme, on va peut-être pas y passer des heures non plus. C'est vrai que l'institution éducation nationale est dans un état de ruine, comme la santé, comme la police, comme la justice, comme tout ce qui de près ou de loin est service public, et ça, comme la politique étrangère. Oui, mais ça, c'est marrant mais que là, vous disiez ça, parce que je sais qu'il y a un prisme décliniste. Et en même temps, j'échangeais récemment avec quelqu'un qui me disait, on est assommé d'administratifs, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas, et la France continue à avancer. je n'avance c'est- pas très vite, en tout cas. Non, mais c'était un entrepreneur qui me disait ça. Oui, hein. mais on se décline. Oui, mais parce que l'entrepreneur bénéficie d'une ambiance ultra-libérale, ça n'a rien à voir. On bénéficie encore Mais non. d'une certaine forme d'inertie. C'est l'inertie. Mais non, mais si on est rentier, si on vit du capital lié à l'actionnariat, tout va très bien en France. Parce qu'ils n'ont jamais... Très peu de rentrées. On n'est plus sous Balzac. Il y a très peu de rentiers. Il y a un Quand peu je de parle la rente, revenus. c'est de l'actionnariat, si vous J'ai préférez. bien compris. Bon, ben- mais les Français sont assez peu actionnaires en On réalité. est d'accord, mais par justement, rapport à mais c'est d'autres pas pays. qui gouverne. Il n'a pas échappé à personne que c'est pas les Français moyens, c'est pas la classe moyenne qui gouverne en France en ce moment, pour être très clair. Mais l'uniforme, je suis tout à fait d'accord que c'est cosmétique, bien évidemment. Mais pour gagner une guerre, des fois, il faut des petites batailles, il faut des toutes petites victoires. Et j'ai la faiblesse de penser que l'uniforme, ou du moins la standardisation des tenues en école, peut créer une identité déjà des individus. Ouais, Ça commence déjà. Moi, je demande simplement, c'est une demande que je formule ici de manière parfaitement informelle, mais qu'on consulte les parents déjà tout simplement et les enfants, parce que c'est pas rien. C'est intéressant que tu parles des parents, parce que moi, j'ai quand même une observation à faire aussi. Il y a quand même encore beaucoup de parents qui pensent que l'école va bien. Il y a beaucoup de parents qui ne s'intéressent pas à l'éducation nationale. Il y a beaucoup de parents, quand les gamins partent le matin à l'école et qui rentrent le soir, ils ont dû apprendre quelque chose. Quand ces parents se rendront compte de la trahison des élites, d'avoir déconstruit leurs enfants finalement et les avoir abâtardis absolument, notamment on pourrait parler aussi de téléphone portable, mais ce n'est pas le sujet ici, finalement j'ai quand même l'impression qu'une explosion sociale qui devrait arriver sous peu pourrait continuer à prendre l'ampleur avec des parents qui un jour vont se rendre compte, les classes moyennes notamment, que leurs enfants, on ne leur apprend rien à l'école et que ça ne sert à strictement rien. Nicolas, petite précision, l'école privée se porte très bien en France parce que justement, elle récupère tous les enfants des familles qui en ont les moyens pour les déclasser, les décaler de Ce cette sera le mot de la enseignement fin. public. On a terminé ce sujet. On se retrouve, merci messieurs, c'était chaud, et on se retrouve dans quelques secondes pour le troisième et dernier sujet. Et c'est pas le moindre puisque c'est la Troisième Guerre mondiale tout simplement. À tout de suite. Retrouvez et achetez les livres des invités de TVL dans la boutique de votre chaîne sur tvl.fr.
selon un article récemment, une interview récemment parue dans le Figaro d'Olivier Todd, l'anthropologue, Olivier Todd dit en gros la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé et c'est pas seulement une lutte de territoire, on a bien vu invasion russe en Ukraine, ça c'est une guerre traditionnelle et un peu à l'ancienne, mais ça va bien au-delà, c'est l'affrontement de deux idéologies et l'issue de cette guerre est incertaine. Voilà, ça c'est le constat, ça voudrait quand même dire une chose, c'est qu'au lieu d'être sur un conflit de courte durée, une guerre mondiale, en gros, c'est 4 à 5 ans de conflit, eh bien, c'est vers ça qu'on serait parti. Allez, François Martin s'y colle. Oui. François. Alors, je pense que c'est un peu un effet de manche de la part d'Olivier Todd de dire ça. D'abord, il a repris le titre d'un livre qui a été écrit il y a plusieurs années par notre ami Laurent Arthur Duplessis, le même titre. Il a repris le même titre. Bon, la guerre mondiale, les Russes ont écrit des livres il y a plus de 10 ans disant la guerre mondiale aura lieu. Donc ça veut dire qu'eux la voient venir. Alors, il y a deux aspects. Un premier aspect, c'est l'aspect géopolitique et l'autre, c'est l'aspect culturel. Il faut bien différencier les deux. Sur le plan de l'aspect géopolitique, les Américains veulent détruire la Russie depuis la Deuxième Guerre mondiale. Pour eux, la Russie est beaucoup plus dangereuse que les nazis. La preuve, c'est qu'ils essayent pendant toute la guerre ce qu'on appelle le retournement, c'est-à-dire de retourner les nazis avec eux contre les Russes, tout en étant avec les Russes contre les nazis. Ils mènent les deux politiques en parallèle. C'est pour ça d'ailleurs que quand Roosevelt écrit à Pétain, il lui dit « mon très cher ami » en pleine guerre. Il écrit ça. Donc ils sont en fait pro-Pétain parce qu'ils espèrent à partir de ça retourner les nazis. Donc leur idéologie, c'est surtout contre l'Union soviétique. Et le jour où l'Union soviétique gagne, à ce moment-là, ils pensent qu'à une chose, c'est à la battre. Et quand ils la battent en 91, ils pensent qu'à une chose, c'est détruire la Russie, parce que la Russie alliée à l'Allemagne, c'est la fin de la prédominance américaine, en gros. Donc en fait, la Troisième Guerre mondiale a commencé le jour de la chute de l'URSS. Donc, elle n'est pas d'hier. Et la preuve, c'est que les Américains... La preuve, pardon... C'était un feu qui couvait. Là, non, on parle concrètement d'une guerre sur le sol européen. Une guerre mondiale, c'est une guerre politique et une guerre géopolitique. Aujourd'hui, on est dans la guerre militaire, mais on peut avoir une guerre mondiale géopolitique sans pour autant avoir une guerre militaire. Je vous rappelle que la Corée du Nord et la Corée du Sud sont toujours en guerre. Ils ne sont pas en conflit, mais ils sont en guerre. Voilà, il faut faire la différence entre les deux. Alors ça, c'est sur le plan géopolitique. Sur le plan culturel, il est évident qu'à l'Ouest, aujourd'hui, on a une philosophie, en gros... je dirais, progressiste, anti-chrétienne, anti-anthropologique. On n'a plus de notion. La grande différence entre l'Ouest et l'Est, je veux dire, c'est que nous avons perdu la notion de ce que c'est que l'anthropologie. Nous ne savons plus ce que c'est qu'un homme, ce que c'est qu'une femme, ce que c'est qu'un enfant et ce que c'est qu'un animal. On ne sait pas si c'est nous qui sommes un animal ou si l'animal est un homme. On peut tuer les enfants la veille de leur naissance et par contre, on ne va pas tuer les taureaux dans les corridas. Enfin, il y a quelque chose chez nous. Voilà. Chez eux, il est écrit dans la Constitution que la famille, c'est un homme, une femme et des enfants. C'est écrit dans leur Constitution. Et nous, on veut constitutionnaliser le droit à l'avortement. C'est la grande différence entre les deux. Donc, à mon avis, la guerre militaire... Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si tout à l'heure, une seconde, à mon avis, elle va bientôt se terminer. À mon avis, la guerre géopolitique, elle sera la conséquence de la victoire militaire des Russes, à mon avis. C'est-à-dire qu'il y aura une réallocation des forces dans le monde. Par contre, la guerre culturelle, elle peut durer encore 50 ans. Alors, je fais circuler la parole. Qui prend la suite? Jean-Pierre. Très rapidement, moi, je vais peut-être vous paraître un peu bizarre dans mon analyse, mais moi, je pose juste une question. Mais en fait, il n'y a jamais eu de cessation de conflit. Il y a toujours eu une guerre mondiale et on veut les dater, on veut dire la Première Guerre mondiale parce que, oui, elle a été pseudo-mondiale, il y en a eu d'autres avant. Qu'est-ce que le monde à une certaine époque? La guerre de 7 ans est une guerre mondiale à l'époque, hein, c'est toutes les grandes puissances européennes qui se battent entre elles. Le reste de l'univers n'existe pas à leurs yeux. La Seconde Guerre mondiale n'est que l'héritière de la Première, on a même tout fait pour qu'elle arrive. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle la Troisième Guerre mondiale, c'est comme ce qui vient d'être décrit. Ce qui se passe en Ukraine, de mon point de vue, c'est une éruption cutanée temporaire, mais la vraie guerre, la guerre de fond, elle a commencé il y a bien longtemps, elle va continuer. Elle est
stratégique, elle est économique, elle est sur les moyens de production. N'oublions pas ce qui se passe. Il y a l'affrontement à l'origine entre deux nations, la Russie et l'Ukraine, et maintenant... La Russie et les États-Unis sur le sol ukrainien. On a déjà eu cette discussion, Franck, plein Bien de fois. entendu. Il n'empêche que là, on voit qu'il y a un certain nombre d'interdits au départ. On voyait bien les puissances occidentales qui soutiennent l'Ukraine s'interdisaient d'envoyer un certain nombre de matériel. Et on voit que de mois en mois, on en est maintenant, on interdit toujours les avions, mais dans pas longtemps, on peut imaginer que les avions vont rentrer dans le coup. Et il y a les chars sont en train d'arriver. Faut pas exagérer. La France, là, actuellement, on a une politique, on dit on soutient l'Ukraine à fond. Oui. Très bien. Sauf qu'on ne peut pas envoyer beaucoup plus 72 canons César, parce qu'on n'en a pas plus. On ne peut pas envoyer plus de 200 avions, parce qu'on n'en a pas plus. Alors, soyons un peu raisonnables. Croire qu'en envoyant même toutes nos armes, je dis bien toutes nos armes, on va changer le conflit, c'est une vaste plaisanterie. D'autant que toutes ces armes modernes... C'est pas la France qui est en cause, c'est l'Angleterre, c'est l'Allemagne, c'est les États-Unis. C'est l'OTAN, c'est avant tout les États-Unis. La vraie guerre, elle n'est pas... Les États-Unis utilisent le prétexte de la Russie pour faire la guerre à l'Europe. Oui. Car qui perd actuellement en Europe? Ce sont les nations européennes. On leur a dit, faites donc des... La preuve, c'est qu'ils font prendre les sanctions qu'eux ne prennent pas. Voilà. Parce qu'ils continuent à recevoir des engrais et du pétrole des Russes. Alors que nous, ils nous interdisent de le faire. D'accord. C'est complètement fou. Donc on ruine l'Europe, on détruit en particulier la France, parce que la crise économique... Quand je vois le prix du baril de pétrole, qui est à 88 € actuellement, et le prix de l'essence à la pompe, qui est à 2 €, non, mais ça va pas. Il y a quand même un problème, 88 $. Les sanctions qui sont en train d'être mises en place. Hein. L'Union européenne, parce qu'il faut aussi parler de l'Union européenne. Sanctions contre il y a l'embargo par voie maritime du pétrole russe qui va arriver, qui a été mis en place. Et je crois que Vladimir Poutine, d'ailleurs, va couper les pompes très rapidement, en début février, me semble-t-il, qui va générer une pénurie. Nous l'avons dit, c'est la France, on parle de la France, qu'on y habite et qu'on aime ce pays, qui est en train d'en prendre plein la bouche, pour ne pas parler plus vulgairement que ça. Et on voit bien qu'Emmanuel Macron, on le voit, c'est l'OTAN, c'est la politique otanienne qui est derrière, les États-Unis, et je partage cet avis-là. On dit, pardon, pour la première fois, Troisième Guerre mondiale. Peut-être que vous constatez qu'elle est... Les Russes le disent depuis 20 ans. C'est nous qui ne le voyons pas, mais les Russes le disent depuis 20 ans. La tectonique des plaques n'a cessé de se déplacer tout autour. Tout le monde le sait. Les soldats russes ont été engagés... Mais pas nous, parce qu'on ne veut pas voir. François Martin, moi je veux bien, mais il y a quand même des faits. Les soldats russes ont été engagés en Afghanistan. Les babouchkas ne se préoccupaient pas de la vie de leur petit-fils jusqu'à maintenant. Maintenant, concrètement, les soldats russes sont en Ukraine et meurent par milliers, comme les soldats ukrainiens. Donc là, c'est très concret pour les peuples. Beaucoup moins. OK. Dans tous les cas, c'est très concret pour les peuples. Donc cette guerre, elle se matérialise dans la vie des gens, alors qu'avant, elle était peut-être à feu couvert. Non ? Elle se matérialise dans la vie des gens que par les militaire et le géopolitique qu'on a prises. Oui. Si on n'avait pas pris des mesures, des sanctions contre la Russie, il n'y aurait pas de sentiment de guerre en France, en tout cas. C'est pas vrai. Cette guerre n'est pas la nôtre. J'ai un exemple. J'étais souvent à Géorgie. Non, j'ai été longtemps en Géorgie pour travailler, des week-ends. Et j'ai vécu directement. J'ai même opéré dans un hôpital qui avait été bombardé par les Russes. À un moment, un hôpital militaire qui a été bombardé par les Russes. Eh bien, la France avait joué son rôle à ce moment-là. Le président s'était déplacé en Géorgie et avait expliqué qu'il fallait faire la paix. C'est Sarkozy. Tout ça. Et là, c'est Sarkozy, de mémoire. C'est Sarkozy qui a fait ça. Et là, il a évité beaucoup de morts géorgiens. De toute manière, la guerre était forcément perdue par les Géorgiens, même si les Américains avaient joué le même rôle qu'avec l'Ukraine actuellement. Ils avaient poussé les Géorgiens à la guerre. Ils leur avaient même livré des armements à l'époque. Oui, juste avant, il leur avait fait croire. À Bucarest, ils avaient dit que les 2 prochains pays qui étaient susceptibles de rentrer dans l'OTAN, c'était la Géorgie et l'Ukraine. Oui. Donc Saakashvili a immédiatement profité sur l'injonction des Américains pour tenter un coup, parce que c'est lui qui a tapé sur l'Ossétie du Sud d'abord, et Poutine a envoyé les chars dans la foulée. Mais au départ, c'est Saakashvili qui a tapé. La preuve, c'est que lorsque les Russes sont rentrés chez eux,
la population s'est retournée contre Saakashvili et l'a chassé. Voilà. Il y a quand même La France avait joué son rôle à ce moment-là de faiseur de paix. Car dans une guerre, il y a effectivement des morts. Il y en a quand même beaucoup moins que dans les guerres totales. Hein. Je veux dire, quand on nous donne les bilans en disant les Russes tapent à coups de missiles, etc., c'est terrible, il y a 15 morts. Non, mais enfin, on se moque de qui? Pardon. Mais on peut quand même, il y a aussi des crimes de guerre qui sont commis, Bien sûr, et dans qu'au toute sortir de la guerre, il y aura bien un moment ou un autre. Certains parlent d'un grand tribunal international pour juger les crimes de guerre russes. Plaisanterie. 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 On va juger les crimes de l'Irak, on va juger les crimes de la Libye. Mais qui est-ce qui va accepter un tribunal international sur les guerres? Jamais. Et puis que je sache, on est en train de nous faire une grande... On se positionne dans le rôle du grand moralisateur. Mais qui moralise la Chine? Qui emprisonne et massacre les opposants? Alors vous me faites mon articulation que je cherchais depuis longtemps. Certains disent en gros que les Américains sont en train d'utiliser le prétexte de cette guerre pour abattre la Russie actuelle, pour régler le problème russe pour les 30 ans qui viennent, en l'affaiblissant, histoire de pouvoir se concentrer sur ce qui se passe avec la Chine. Ils veulent faire ça depuis 30 ans. Oui. Aujourd'hui, on le voit. C'est la Mais stratégie. Non, mais stratégie, ça marche. La preuve, la stratégie ne marche pas du tout. Ça ne marche pas. Non, justement, là, actuellement, on est en train d'assister petit à petit à la destruction de l'Occident. Du rôle, en tout cas... De l'Union européenne. non, pas plus que de l'Union européenne. Pas tous ensemble, s'il vous plaît. Car là, Gérard. l'Amérique a tiré ses cartouches maximum, en particulier la puissance du dollar, les lois d'extraterritorialité. On peut condamner une entreprise française parce qu'elle vend quelque chose à un pays que l'Amérique a décidé être hors jeu. Mais là, elle a créé en fait un fonds. Et le fonds qui se crée actuellement, c'est la Russie, la Chine, mais l'Inde aussi. L'Inde participe effectivement. L'Inde Mais voit si. peut-être cette histoire comme une opportunité. Bien entendu, mais elle rentre dans le jeu. Et même l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est quand même franchement séparé des États-Unis. Donc là, on vient de créer, à cause de cette politique extrémiste des États-Unis, un front qui va nous retomber dessus. Et effectivement, là, on risque de perdre une guerre économique. Donc je pense que ça a été... Je ne sais pas comment ont raisonné les stratèges américains, mais là, ils ont pensez qu'ils été raisonnent mal. aveuglés. On peut simplifier. François Martin. Un Oui. mot. Les Russes demandent depuis 30 ans ce qu'ils appellent une architecture de sécurité, c'est-à-dire un système qui, eux, les garantissent, qui garantissent l'Ukraine, qui garantissent l'Europe, qui garantissent l'Europe. Un système de sécurité. Comment on fait, qui on neutralise pas, où on met les armes, etc. Un protocole de sécurité. Ils le demandent depuis 30 ans. Ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas de réponse. Et c'est leur manière de dire on n'est pas La content. guerre est là. Ouais. Ils ne sont pas plus que pas contents. Au début de la crise, Zelensky a demandé, peu avant le début de la guerre, que s'il n'avait pas le droit de rentrer dans l'OTAN, il fallait qu'on l'aide à avoir l'arme nucléaire. Poutine a répondu, nous ne vivrons pas avec un pistolet sur la tempe. Voilà, c'est tout. Dans le même processus que Cuba. C'est On ce est que dans le j'allais dire. processus de Cuba. etc. Cuba part de quoi? Les missiles cubains, enfin les missiles russes qui arrivent à Cuba répondent à quoi? Aux Américains d'avoir voulu taper sur les Russes à ce moment-là. On leur a Non, dit mais vous êtes défendus. Pourquoi les Russes envoient des missiles à Cuba? C'est tout simplement parce que les Américains ont installé des missiles en Turquie. Et à partir de là, c'est l'équilibre de la terreur. Et on joue avec le feu avec l'Ukraine, qui aurait dû être depuis... mettre en place qui aurait l'équilibre dû- de la terreur. Mais qui aurait dû toujours être un État tampon. L'Ukraine devait être un État tampon, comme tous les États qui étaient les anciens satellites La de l'Union Finlande, soviétique. les États baltes, Bien quand sûr. on descend, et Dans un l'Ukraine. discours juste avant Bucarest, avait dit l'Ukraine et la Géorgie, c'est une ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Réponse du sommet de Bucarest, l'Ukraine et la Géorgie ont vocation à être les prochains pays. Si on dit ça, c'est qu'on veut l'affrontement. Ouais. Sauf qu'il a mis 8 ans. En tout cas, ce qu'on peut dire, Franck, là-dessus, c'est Oui. que, en parlant rapidement de la France, sans que ça termine, la réalité, c'est que nous, on en souffre énormément des sanctions. On se retrouve sous la vassalisation de l'Union européenne. Je vous en renvoie aux déclarations d'Ursula von der Leyen, qui n'est élue par personne et qui déclare la guerre à tout le monde, qui envoie des armes en Ukraine. Et la réalité, c'est que ce sont les Français aujourd'hui qui sont en train d'en prendre vraiment plein la bouche. On le voit très bien, on voit les pénuries, on voit tout ça concrètement. Et qu'on a Emmanuel Macron, et pas que lui, finalement, qui sont va-t-en-guerre en permanence, en donnant, en dépouillant littéralement ce qui nous reste de défense militaire. On peut tenir sur un front de 80 km pendant 3 jours, Franck. Si jamais on est attaqué. munitions, on serait un peu juste. Et dernier point là-dessus, et je termine rapidement là-dessus aussi, il y a aussi un point qu'on n'a pas abordé, c'est aussi une guerre de civilisation.
dans cet article auquel on fait référence, il y a ce conservatisme moral du côté russe, et effectivement, cette empreinte, on va dire, occidentale qui est en train de se désagréger avec ces nouvelles théories, notamment wokistes et consorts, et c'est une vraie question qu'on peut légitimement se poser. C'est une réflexion que nous devons avoir clairement là-dessus, qu'on soit pour ou contre. Je pense que c'est aussi un tenant de ce conflit-là. D'ailleurs, je finis par là. Rappelez-vous, c'est le prix de la liberté, c'est les valeurs de la démocratie de l'Union européenne notamment. On ne sait pas quelles sont ces valeurs, mais apparemment, c'est le prix de la liberté. Et quand Emmanuel Macron dit le prix de la liberté, tout est là. Le prix de la liberté, quelle liberté pour quelle valeur? Liberté qu'on nous a supprimée avant le C'est Covid de peut-être manière symbolique. Il y a aujourd'hui un consensus total dans la population russe sur le non à la déconstruction de la famille telle que nous sommes en train de le faire. Ça, chez eux, ça ne passe pas. Donc aujourd'hui, lorsqu'ils envoient les soldats en Ukraine, ils n'ont pas le sentiment d'aller attaquer ou d'aller prendre des territoires extérieurs dans un esprit de conquête, mais pour eux, c'est une guerre existentielle pour sauver, eux, leurs valeurs contre ceux qui considèrent comme être nous les attaquants et nous des satanistes. Ils ne sont pas bien reçus par les Ukrainiens. Ils nous quand considèrent même, comme des satanistes. Oui, ça dépend. J'ai des amis ukrainiens dont non, réellement. Okay. Et eux, ils avaient toujours parlé russe, parce que l'Ukraine, c'est quand même une construction de 40 ans maximum. Hein, elle a été toute dans l'histoire, c'était morcelé entre la Pologne, entre la Prusse, entre l'Empire austro-hongrois et bien entendu la Russie. Donc, c'est la notion de nation ukrainienne est très discutable. Quant à l'histoire de la Crimée, là, c'est une plaisanterie de mauvais goût. La Crimée a été donnée à l'Ukraine par un précédent, mais qui avant ça n'a jamais été, et historiquement, par Khrouchtchev, voilà. Précisément, et a été conquise contre les Turcs par Catherine II, et depuis toujours, elle est russe. On a signé des accords dont la France était garante avec l'Allemagne. Pour faire la paix dans le Donbass, et ces accords n'ont jamais été respectés. Et la chancelière allemande a rappelé qu'ils avaient été faits uniquement pour donner le temps de réarmer l'Ukraine. Et pire que ça, pendant la période où nous étions garants du désarmement, le pays qui a vendu le plus d'armes à l'Ukraine entre 2014 et 2022, c'est la France. Très bien. C'est fort, ça. C'est bon pour nos industries de l'armement. Allez, messieurs, je ne vais pas remettre une bûche dans le feu. Ah, Jean-Pierre. Le prix de la paix, c'est peut-être le Qatar qui l'a fixé au Conseil européen. Ok. Merci beaucoup pour cette intervention, Jean-Pierre. Il ne manquait plus que le Qatar. Allez, on se retrouve dans quelques secondes avec Ignace. À très vite. Ah non, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Oh là là. Ah, c'est pas terminé. Attention. Vous savez qu'il y a une caméra, hein, que tout est filmé, tout est enregistré. Ce sera utilisé contre vous, Gérard. Allez, à tout de suite dans quelques secondes. Allez, je viens de récupérer les dessins d'Ignace, c'est un très bon cru. Je commence par Pasqua. Oui, il s'est surpassé, je suis tout à fait d'accord. Pasqua voulait terroriser les terroristes. Moi, c'est plutôt polisser la police. C'est le plus gentil. Et ça, c'est Jean-Pierre Colombiès qui dit ça. Il est très mignon. Quel uniforme à l'école? Je la trouve très bien, celle-ci. La blouse, pour éviter les communautaristes, et on voit une jolie petite blonde. Le hijab, contre le laïcisme, ou le gilet pare-balles, pour échapper au conflit. Très drôle, c'est très bien. Alors là, c'est moi. Réforme de la police dans Tête à Clash, on ne change rien. Voilà, je suis le chantre du on ne fait rien, ok. Je police verbalement, mais ne verbalise personne. Ouais, c'est ça mon job. Allez, Jean-Pierre Colombiès qui a l'air de ne pas avoir dormi depuis une dizaine d'années. Il faut que la police s'affranchisse des politiques, ce qui lui permettra de s'occuper librement d'eux si nécessaire. François Martin. À la moitié d'un œil seulement. Pour François Martin, l'uniforme à l'école, c'est à la fois une bonne idée et dérisoire. Il faut surtout faire marcher les élèves au pas de loi. Oh la vache, ça, celle-ci, elle est rude. Le professeur de l'épine. Jolie chemise bleue par hasard. Je ne suis que docteur. En tant que médecin, je peux vous affirmer que la guerre n'est pas bonne pour la santé.
Entre nous, il y a une grosse faute d'orthographe. Hein. Et les Vignas, ça va pas du tout aller. Ça, c'est la chute Ah de non, l'école. c'est pas bon pour la santé. Et c'est moi qui l'ai mal lu. Voilà, je me punis. Et alors, on finit avec Nicolas Vidal. Franchement, ce garçon a l'air de fumer des choses pas autorisées. Hein. Les sanctions otanesques nous pénalisent et ça me met en pétard. Ouais, Ignace pense la même chose. Allez les amis, merci beaucoup Ignace. Sans rancune, jusqu'à la prochaine. La prochaine, c'est dans 15 jours. L'actualité nous donnera beaucoup de grains à moudre. On parlera sans doute des grèves autour de la retraite. Allez, passez très bons 15 jours. Faites la fête, et pas que. Et le plein. Et le plein. Voilà, c'est ça. La fête par principe, le plein par précaution. Allez, à bientôt. Et bonne année à tous. Au revoir.